Salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de l'histoire du comte Vlad Dracula dans la série Castlevania. Commençons donc par sa jeunesse. Dracula s'éleva pour devenir le plus puissant de son espèce, les vampires, et le chef de sa race. Il nourrissait une profonde aversion pour l'humanité et jouissait d'une réputation de brutalité sans égale. On le connaissait pour empaler ses victimes et massacrer des villages entiers lorsqu'on osait lui faire du tort. À la fin de la période médiévale en Europe, en Valachie, Dracula vivait seul dans un château capable de se téléporter magiquement. Il possédait également une immense richesse de connaissances intellectuelles et académiques, notamment dans les domaines scientifiques, magiques, technologiques, ainsi que des artefacts précieux, tous soigneusement entreposés dans les profondeurs de son château. Pour dissuader les visiteurs ou les voleurs d'y entrer, Dracula exposait les cadavres empalés de ses victimes à l'entrée de son domaine. Rencontre avec Lisa. En 1455, Dracula reçut une visite inattendue, une femme nommée Lisa, qui faisait des recherches pour améliorer la médecine et souhaitait devenir médecin. Elle était venue auprès de Dracula pour apprendre les sciences qu'il était le seul à maîtriser, mais il la menaça, méfiant vers les humains. À sa grande surprise, Lisa ne montra aucune peur à son égard et l'encouragea à explorer le monde en pleine transformation. Attiré par elle, Dracula finit par l'accueillir dans son domaine. Par la suite, Dracula épousa Lisa. Ensemble, ils eurent un fils qu'ils nommèrent Adrian, plus tard connu sous le nom de Alucard. Ils vécurent dans une petite maison près de Targovichte, où Lisa poursuivit ses recherches en médecine. À la demande de sa femme, Dracula voyagea à travers le monde pour en apprendre davantage sur les peuples et l'humanité. Au cours de ses voyages, il fit la connaissance de deux forgerons démoniaques humains, Hector et Isaac, tous deux misanthropes, avec qui il se lia d'amitié. Guerre contre l'humanité. En 1475, les jours heureux de Dracula avec Lisa prirent fin de manière brutale et tragique. Une nuit, alors qu'il rentrait de ses voyages, il découvrit que leur maison avait été entièrement réduite en cendres. Sur place, il rencontra Madame Jovara, une patiente de Lisa qui déposait des fleurs. Dracula apprit de sa bouche que Lisa avait été arrêtée pour des accusations mensongères de sorcellerie et condamnée à mort. Fou de rage, il renonça à son identité humaine et redevint Dracula. Il avertit Madame Jovara de fuir avec sa famille avant de disparaître dans une colonne de flammes. Arrivé sur les lieux de l'exécution de Lisa, Dracula exigea des explications sur ce qui était arrivé à sa femme. Lorsque l'évêque proclama que Lisa était une sorcière et que lui, Dracula, n'était qu'un mythe, le vampire entra dans une colère noire. Il donna alors un ultimatum. Les habitants de Targovichte avaient 1 an pour faire la paix avec Dieu avant son retour pour les détruire. De retour à son château, Dracula se prépara à invoquer une armée venue de l'enfer dans un délai d'1 an. Mais son fils, Alucard, apparut pour le supplier de ne pas tuer des innocents. Dracula, furieux, répliqua qu'il n'y avait plus d'innocents puisque personne n'avait agi pour sauver Lisa. Alucard attaqua son père, mais il fut rapidement vaincu, bien que Dracula le laissa partir ensuite. Dracula se tourna alors vers Hector et Isaac pour l'aider à constituer son armée. Isaac comprit immédiatement la nécessité du génocide, tandis qu'Hector préférait une méthode plus humaine pour réduire la population humaine à un nombre plus gérable. Malgré leurs divergences, les deux hommes acceptèrent d'aider Dracula à construire une armée de créatures nocturnes issues des morts. 1 an plus tard, Dracula fit son apparition à Targovište comme promis. Alors que l'archevêque et le peuple célébraient la mort de Lisa et niaient encore l'existence du vampire, il déchaîna son armée sur la ville, massacrant la population avant que sa horde ne se répande sur le reste de Valachie. Dépression et trahison. Alors que la guerre s'éternisait et que les nouvelles des échecs de sa horde à exterminer les habitants parvenaient à ses oreilles, Dracula convoqua ses généraux, des vampires venus des 4 coins du monde connus. Le conseil de guerre protesta contre l'état du conflit, en particulier l'absence de plan stratégique. Pour répondre à ces critiques, Dracula présenta ses forgerons démoniaques, Hector et Isaac, comme ses nouveaux confidents pour diriger la guerre plus efficacement. Cette décision provoqua une tollée et des protestations parmi les vampires, mais Dracula les fit taire. Malgré cela, les disputes et les querelles continuèrent de diviser la direction des vampires. Dracula, quant à lui, oscillait entre un état de désespoir dans son étude et une irritation croissante face aux querelles incessantes de ses alliés. Peu de temps après, Carmilla, une redoutable maîtresse vampire, arriva au château. Loin d'apporter de la stabilité, elle mit en question les priorités de Dracula dans la guerre. Elle débuta en demandant pourquoi il n'avait pas transformé Lisa en vampire dès le départ, ce qui mit Dracula dans une rage noire. À l'insu de Dracula, Carmilla élaborait un plan pour prendre le pouvoir sur le monde des vampires. Elle cherchait à semer la déloyauté parmi les généraux vampires ainsi qu'auprès d'Hector et Isaac. Bien qu'elle réussisse à manipuler Hector, Isaac demeurait loyal envers Dracula à un point extrême. Même Godbrand, un viking vampire, commença à douter de l'avenir. Il s'interrogea sur ce que les vampires feraient une fois l'humanité éteinte, craignant qu'ils ne meurent de faim faute de proie. Dracula répondit à ses préoccupations avec désintérêt et colère, ce que Godbrand interpréta comme un désir de Dracula de mourir et de rejoindre sa femme, quitte à ce que tous les vampires périssent également.
événement. Cette conclusion renforça l'idée que Dracula avait sombré dans la folie. La situation entre les vampires et leur seigneur se compliqua davantage lorsque les détails de l'échec de Grayseat furent révélés. Les villageois avaient reçu l'aide d'un Belmont et Alucard s'était éveillé. Bien que Dracula ne fût pas préoccupé par Alucard, la révélation qu'un Belmont, l'une des rares forces capables de représenter une menace réelle pour les vampires, était toujours vivant, provoqua surprise et crainte parmi ses partisans. Fatigue et trahison. À mesure que la guerre s'éternisait, les vampires se lassèrent de leur situation actuelle et décidèrent d'envahir la ville de Brella. C'est à ce moment-là que Carmilla passa à l'action contre Dracula, faisant attaquer la majorité de ses forces pour prendre d'assaut le château et le tuer. Cependant, sa tentative de prise de pouvoir échoua, Dracula éliminant la plupart de ses forces. Peu après, Alucard, Trevor et Sypha arrivèrent et massacrèrent les généraux vampires. Isaac confirma la présence d'Alucard et d'un Belmont, conseillant à Dracula de se retirer dans son étude. Loyal jusqu'au bout, Isaac jura de le protéger. Touché par cette fidélité, Dracula décida de l'épargner en le téléportant dans le désert, malgré les protestations d'Isaac. Seul, Dracula se retrouva une nouvelle fois face à son fils. Alucard lui affirma que la guerre était terminée, au nom de sa mère. Dracula rétorqua que cette guerre continuait au nom de Lisa. Bien qu'Alucard partage la douleur de son père face à la mort de Lisa, il refusa de laisser commettre un génocide. Dracula, imperturbable, rappela à son fils qu'il n'avait pas pu l'arrêter auparavant. Alucard concéda ce point, mais lui répondit qu'il n'était plus seul, alors que Trevor et Sypha entraient pour affronter le seigneur des vampires. Le combat contre Dracula. Alucard engagea l'attaque, mais Dracula bloqua facilement son coup avec 2 doigts. Affaibli par un an de jeûne, Dracula parvint tout de même à repousser Alucard sans effort, ne se servant que d'un bras. Esquivant habilement les frappes de son fils, il le projeta et neutralisa Sypha d'un coup et repoussa Trevor d'un seul coup de poing aussi. Dracula identifia ensuite Trevor comme un Belmont et, malgré les efforts combinés du trio, ils ne parvinrent qu'à agacer Dracula sans réellement le blesser. Dracula, frustré par leur résistance, convoqua une gigantesque boule de magma pour les détruire. Cependant, les 3 alliés unirent leurs forces et renvoyèrent la boule de feu contre lui. L'explosion détruisit une partie du château et envoya Dracula et Alucard à travers les murs jusqu'à la bibliothèque centrale. Là, père et fils engagèrent un combat brutal et sauvage. Bien qu'Alucard se battît avec acharnement, il devint clair que Dracula était plus fort. Alucard saisit un pieu de bois et, tout en frappant, déclara que son père était déjà mort spirituellement avec Lisa, qualifiant cette guerre de la plus longue lettre de suicide de l'histoire. Dracula, furieux, contre-attaqua violemment, obligeant Alucard à tenter de le poignarder au cœur, mais il manqua sa cible. Dracula domina Alucard tout au long du combat, brisant son fils à travers le château jusqu'à atteindre la chambre où Alucard avait grandi, construite par Lisa et Dracula pour leur fils. Alucard, à bout de force, s'effondra près de son ancien lit. Là, en voyant la chambre et en se remémorant les souvenirs qu'il partageait avec Lisa, Dracula retrouva une once de lucidité. Il réalisa qu'il était en train de tuer son propre fils, le plus grand cadeau que Lisa lui avait laissé. Submergé par la culpabilité et la douleur, Dracula admit qu'il se sentait déjà mort spirituellement à cause de ses actes. Dans un ultime geste, Alucard saisit un pieu de bois de son lit et poignarda Dracula en pleurant, le cœur lourd. Alors que son cœur commençait à se désintégrer rapidement, Dracula s'avança vers son fils, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Trevor et Sypha arrivèrent. Trevor utilisa l'épée de Léon Belmont pour décapiter Dracula, mettant fin à la vie de Dracula. Sypha utilisa ensuite sa magie pour brûler les restes de Dracula qui s'évaporèrent dans un nuage noir démoniaque, se dissipant entièrement dans le château. Tout ce qui resta de Dracula fut son alliance, symbole d'un amour éternel, même au-delà de leur mort. Héritage. Avec son château désormais vide et les connaissances qu'il contenait trop précieuses pour être laissées sans surveillance, Alucard décide de prendre en charge le château afin de protéger ce savoir inestimable. Trevor propose même à Alucard les restes de la bibliothèque des Belmont pour garantir la sécurité des connaissances collectées par sa famille. Surpris et reconnaissant, Alucard accepte. Trevor et Sypha quittent alors le château pour construire une nouvelle vie ensemble. Dans le monde des vampires, la mort de Dracula et de ses généraux crée un vide de pouvoir. Les créatures nocturnes abandonnées et les factions des vampires émergents sèment le chaos dans une région dévastée par la guerre. Carmilla complote pour prendre le contrôle du monde vampirique en trahissant et en asservissant Hector avec l'intention d'utiliser ses capacités de forgeur de démons pour renforcer ses forces. Elle retourne en Styrie avec Hector enchaîné. Par ailleurs, dans le désert où il a été exilé, Isaac décide de poursuivre la guerre de Dracula contre l'humanité tout en cherchant à se venger de Carmilla et Hector pour leur trahison.
En commençant par un groupe de bandits, Isaac tue les humains malchanceux croisant son chemin et transforme leur corps en créatures nocturnes, construisant progressivement son armée. Résurrection tentée. Peu de temps après la mort de Dracula, un culte se forma dans le village de Lindelfeld avec l'intention secrète de le ramener à la vie. Salah, le prieur du village, prépara un rituel sombre pour ouvrir un portail vers l'enfer grâce au corridor infini. Il fut aidé et même inspiré dans cet âge par une créature nocturne connue sous le nom de Visiteur, dont le sang devait compléter le rituel. Lorsque le portail s'ouvrit, Saint-Germain, un homme enquêtant sur le culte, découvrit que Dracula se trouvait en enfer avec sa femme Lisa. Alors que Dracula tentait de franchir le portail, Saint-Germain, avec l'aide de Trevor Belmont, tua le visiteur et referma le portail. Saint-Germain disparut dans le corridor infini au cours du processus, empêchant ainsi Dracula de revenir sur Terre. Résurrection et conclusion. Après l'échec de la tentative de résurrection de Dracula à Lindenfeld, plusieurs autres groupes planifièrent la même chose avec des semaines de préparation et un timing soigneusement orchestré pour ramener le seigneur vampire. Le rôle et l'image de Dracula tant dans le monde des humains que dans celui des vampires étaient devenus presque sacrés. Bien que Trevor et Sypha parcourèrent les campagnes stoppant d'innombrables cultes et adorateurs de Dracula, leurs efforts ne suffirent pas. Restaurer Dracula devint un objectif partagé par beaucoup, y compris le comte Saint-Germain, autrefois juste, mais devenu fou dans sa quête pour retrouver la femme qu'il aimait, disparue dans le corridor infini. Pour ramener Dracula et sa femme de l'enfer, un sacrifice devait être fait. Un groupe de magiciens vampires avait assemblé un corps composé de parties d'hommes et de femmes cousues ensemble. Cet hybride défiguré était conçu pour emprisonner les âmes des Tépès et créer un hermaphrodite, une dualité entre les deux sexes dans un même corps. Avec l'ajout des incantations et la puissance scolaire de Dracula, cette abomination avait le potentiel de devenir un outil suffisamment puissant pour contrôler le corridor infini, à l'instar du visiteur. Cependant, à cause du traumatisme d'avoir été arraché à l'enfer et ramené au monde des vivants, couplé à la peur des tourments de Lisa, la rage de Dracula devint sans limite. Il était la haine, la malveillance et la destruction incarnée. Ce détail inconnu servait de fin ultime au véritable manipulateur et trompeur de l'histoire, la mort elle-même. Saint-Germain, aveuglé par sa fête et ayant détruit son humanité pour sauver la femme qu'il aimait, croyait contrôler toute la procédure, mais en réalité, il avait été trompé par un vampire anglais nommé Varney, déguisé en alchimiste, qui l'avait poussé à maîtriser pleinement sa magie. Varney fut révélé comme étant la faucheuse, la mort en personne. Le massacre perpétré par le roi vampire aurait nourri la mort au-delà de toute limite, la rendant virtuellement invincible. Incapable d'interagir directement avec la guerre ou la magie, la mort dépendait de personnages meurtriers comme Dracula pour la maintenir en vie. Elle désirait donc de restaurer Dracula dans son plan initial, mais cette fois encore plus incontrôlable et fou. Les magiciens réussirent à ramener les âmes du couple Tépès dans le château de Dracula, les piégeant dans l'abomination hermaphrodite. Heureusement, leurs tortures furent écourtées grâce à Alucard, qui détruisit le corps, libérant les esprits de Tépès sans le savoir. Ils se réveillèrent confus, de retour à la vie. Le lendemain, Dracula et Lisa prirent des vêtements à des passants et louèrent une chambre dans une maison. Ils tentèrent de donner un sens à leur retour, décidant finalement qu'on leur avait offert une seconde chance et qu'ils devaient en faire bon usage. Les Tépès réalisèrent qu'il valait mieux laisser leur fils Alucard seul pour le moment, afin de trouver une certaine paix après les choses provoquées par leurs morts respectives. Dracula, remarquablement calme, suggéra qu'ils voyagent vers un endroit isolé et paisible. Il mentionna avoir lu sur un village anglais nommé Whitby, près de la côte, avec une vingtaine de maisons, peu de soleil et beaucoup de poissons. Tous deux déclarèrent qu'ils ne pourraient aller mieux qu'en restant ensemble. Ils s'endormirent dans leur lit, enfin réunis et prêts à envisager un avenir paisible.